Donald Trump arrive et Barack Obama s'apprête à prononcer son discours d'adieu ce mardi 10 janvier à Chicago. Quelle est votre appréciation sur le bilan de 8 années de présidence d'Obama? Il faut bien différencier, je pense, entre la politique intérieure et la politique extérieure. La politique intérieure, le bilan de politique intérieure est assez catastrophique. D'ailleurs, l'arrivée de Donald Trump, l'ennemi juré d'Obama et d'Hillary Clinton à la présidence, le prouve d'une certaine manière en soi. Commençons par la politique intérieure. Pourquoi est-il aussi mauvais? La victoire de Trump sanctionne la politique intérieure d'Obama. Alors pourquoi on en est arrivé là? Il faut savoir que Obama est arrivé aux affaires en 2008, c'est-à-dire juste après le krach financier de 2007-2008. Et c'est la méthode Obama qui a consisté à faire face à ce krach en renflouant massivement, en utilisant l'argent public pour renflouer. Il a utilisé jusqu'à 800 milliards de dollars, je sais pas, ça fait 720 ou 730 milliards d'euros, pour renflouer les banques, renflouer Wall Street. Or, cette politique-là, sans toucher à tout ce qui avait fait l'emballement, l'enflure financière, tout ce qui avait nourri l'enflure financière dans la période précédente. Et donc tout cela, évidemment, a coûté très très cher et presque, je dirais, naturellement. Ce sont les classes populaires, les classes moyennes, jusqu'aux classes moyennes, qui ont été amenées à payer, qui ont été appelées à payer la facture de la crise. Et en particulier, ce sont les classes populaires qui ont trinqué le plus fort. Ce sont elles qui avaient souscrit le plus massivement ces emprunts subprime pour accéder à leur logement. En particulier dans les milieux noirs, dans les milieux, parmi les minorités, les milieux hispaniques, etc. Et donc ceux-là se sont retrouvés confrontés d'un seul coup à des taux d'intérêt qui ont explosé quand la valeur de leur maison, compte tenu de la crise immobilière, a chuté. Bon, je n'explique pas là ce processus terrible qui fait que des millions de personnes, et plus particulièrement les plus pauvres, ont été frappés de plein fouet. Il y en a qui sont retrouvés carrément à la rue, il y en a qui sont retrouvés endettés, surendettés pour des périodes très très longues. Donc il y a ça. À cela s'ajoute la précarisation des classes moyennes, parce que les classes les plus populaires ont été encore plus, les Noirs ont été encore plus ghettoisés, on le voit avec la réapparition, sinon on ne comprendrait pas, dans la période, la fin du deuxième mandat d'Obama, le ressurgissement de ces ségrégations, de ces discriminations à l'égard des Noirs, c'est aussi directement lié à cela, avec cette série de policiers blancs qui ont tué des Noirs désarmés, ce qui a mis le pays en ébullition. Mais le plus dur dans cette facture qui a été réglée, c'est que cette facture qui a été réglée pour sauver Wall Street, elle a concerné aussi les classes moyennes. Et ce sont ces classes moyennes, les classes moyennes, on dit classe ouvrière blanche pour résumer les choses, qui ont été soit touchées par la perte de leur emploi, la désindustrialisation de tout ce qu'on appelle la Rust Belt, l'Amérique industrielle du Nord. Ce sont ceux-là qui ont voté massivement pour Donald Trump. Et ceux-là aussi, ils ont vu dans la période leur pouvoir d'achat baisser. La contradiction, c'est qu'Obama a été porté par un espoir formidable, un espoir de justice sociale, un espoir de justice raciale, je mets le mot racial entre beaucoup de guillemets, mais compte tenu de l'histoire des États-Unis, c'était pas 20 mots, mais ces espoirs-là ont été totalement déçus à cause de cette méthode qui l'a conduit à, encore une fois, à sauver le système avec l'argent public plutôt que d'essayer de chercher une autre voie. Est-ce que c'est pas cet désir de réalisation
d'égalité raciale qui n'a pas réveillé avec l'arrivée d'Obama au pouvoir le démon de racisme classique. Non, c'est vrai, on dit souvent ça, mais l'examen de la réalité, imaginons qu'il y ait eu une vraie promotion des classes populaires noires dans la période Obama, une véritable promotion. Ce racisme aurait été balayé d'un revers de main. Non, ce qui a mis en échec Obama sur cet objectif-là, c'est précisément que ces classes populaires noires, au début du mandat d'Obama, ils étaient plus riches qu'à la fin, beaucoup, pas tous évidemment, il y a une minorité qui est de classe bourgeoise, mais une immense majorité qui s'est retrouvée plus pauvre aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et il faut dire que les inégalités sociales en général se sont approfondies comme jamais dans le pays, et c'est cela qui est à la source du succès de Trump. Mais n'y a-t-il pas quand même quelques points positifs dans l'action du président Obama, comme la réforme de l'assurance maladie, Obamacare? Oui, vous avez raison de le souligner, c'est vrai, c'est une avancée. Le problème, c'est que là aussi, la méthode Obama a quelque peu entravé cette avancée. Au lieu de recourir à un système de santé public tel qu'on le connaît, sans faire de la France un modèle, tel qu'on le connaît en Europe, on connaît des systèmes publics, il en est resté sous la pression de Wall Street, sous la pression du lobby des assurances privées, il en est resté à un système, il a voulu en rester à un système totalement piloté par le privé. Et pour ça, il a en fait subventionné les plus pauvres, les plus démunis, pour qu'ils puissent s'acheter des assurances privées. Résultat, il y a des dysfonctionnements extraordinaires qui sont apparus, je passe sur les détails, mais au total, cela a provoqué encore le mécontentement des classes moyennes, puisque les salariés des classes moyennes arrivaient tant bien que mal à se payer leur assurance privée, leur assurance santé privée, mais avec cette réforme-là, l'an dernier, année de l'élection, ils ont été confrontés à des augmentations de leurs primes annuelles de 15 à 25%. Donc déjà, des gens qui étaient touchés par la précarisation, par les difficultés, ont vu leur prime d'assurance santé augmenter de 15 à 25%. Donc Donald Trump là-dessus, qui veut lui liquider tout ce qui était tout l'aspect progressiste de l'Obamacare, qui veut liquider totalement l'Obamacare, qui a déclaré que ça serait l'une de ses premières interventions. Il a joué sur du velours, parce que l'Obamacare était dans certains milieux très impopulaire à cause de ces augmentations de primes. Donc on vient vers la politique extérieure. Il y a quand même quelques points positifs pour rattraper cette politique intérieure néfaste, si on peut dire. Oui, là c'est pour ça que je dois faire bien la différence entre politique intérieure et politique extérieure. Sur le plan de la politique extérieure, je pense que d'ici quelques temps, on risque beaucoup dans le monde de regretter la période Obama. Obama a essayé de tenir compte, de tirer enseignement de ce qui s'est passé avec son prédécesseur, de tout ce qui avait dysfonctionné, ou plus que dysfonctionné, de tout ce qui avait eu un impact extrêmement nocif sur les relations internationales, sur le monde, avec la politique de George W. Bush. Et en particulier, cette invasion de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan avant, mais l'invasion de l'Irak surtout, qui a conduit, la plupart des experts maintenant le reconnaissent, c'est cette invasion de l'Irak qui a conduit à l'émergence de mouvements islamistes comme Al-Qaïda qui s'est renforcé dans la région, et puis surtout l'État islamique qui a profité du vide, cette déstabilisation de l'Irak et de la Syrie pour s'engouffrer dedans. Et Obama a cherché à tirer enseignement. Ça, c'est incontestable. Il a cherché à tirer enseignement de ça. Il a organisé le retrait des troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan. Il n'a pas cédé à ses alliés, certains de ses alliés, qui lui recommandaient d'utiliser cette méthode Bush dans d'autres endroits.
Hein, surtout notre président actuel. Voilà, surtout notre président actuel en Syrie, qui il y a 2 ans, a essayé d'entraîner l'OTAN, d'entraîner ses alliés, et en particulier d'entraîner le plus important d'entre eux, sans qui une telle intervention n'aurait pas été possible, qui a essayé d'entraîner Obama, donc François Hollande a essayé d'entraîner Obama dans une aventure militaire en Syrie qui aurait été, la situation est déjà chaotique, mais elle aurait été invraisemblablement incontrôlable. Voilà, invraisemblablement difficile s'il l'avait fait. Donc voilà, ça ce sont des points positifs. Des points positifs. Il y en a d'autres. Moi, je pense par exemple à cette avancée que constitue aussi le début de normalisation des relations avec Cuba. C'est quelque chose de complètement nouveau dans les relations. Jusqu'il là, c'était les relations, c'était l'embargo et le boycott total de Cuba. Là, on n'en est pas encore sorti. L'embargo est toujours là, économique est toujours là. Il doit être levé par le Congrès, et compte tenu de la majorité républicaine du Congrès, les choses ne sont pas faites. Mais bon, il y a l'établissement de relations diplomatiques. Autre avancée aussi, c'est avec l'Iran, par exemple. Obama a été le promoteur d'un accord sur le nucléaire iranien. Là encore, malgré les freins de certains de ses alliés, comme la France, qui a même hésité, retardé l'accord jusqu'au dernier moment. Mais enfin, Obama est arrivé à obtenir cet accord, qui est le seul point, la seule éclaircie qui vienne de toute cette région du Moyen-Orient aujourd'hui. Autre point positif avec l'Iran, donc la Palestine. Mais là, la politique de Barack Obama a été extrêmement timide. Et pendant tout son mandat, il n'a jamais osé mettre en cause le gouvernement israélien, y compris quand c'était un gouvernement extrémiste comme celui de M. Netanyahou. Il y a juste à la fin, à l'extrême limite de son mandat, il y a une quinzaine de jours, il a fait, alors qu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui proposait de condamner la colonisation des territoires palestiniens en Cisjordanie par Israël, par les colons israéliens. Et là, Obama pour la première fois, a refusé de mettre son veto. C'est-à-dire que il s'est abstenu pour faire passer. Oui, voilà. Il a refusé de mettre son veto. Ce qui est nouveau dans la politique américaine, puisque jusque-là, toujours, quand le partenaire israélien, entre guillemets, était mis en cause, il y avait le veto américain systématiquement. Là, c'est une nouveauté, mais bon, évidemment, Donald Trump arrive derrière et il a promis monts et merveilles à son partenaire Netanyahou, son partenaire d'extrême droite qui est Netanyahou. Merci beaucoup.